Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission que je vais vous présenter avec vous, Emma. Emma, bonjour. Bonjour Régis, bonjour à tous. Notre journal est aujourd'hui entièrement consacré au coronavirus et aux annonces faites par Emmanuel Macron hier soir. Sont-elles suffisantes pour espérer ralentir l'épidémie? On verra ça notamment au regard des décisions prises en Italie. On verra aussi avec nos invités si les hôpitaux sont prêts à accueillir davantage de patients, comment ils s'organisent et si en ville, les laboratoires d'analyse habilités à réaliser les tests du Covid-19 sont effectivement bien équipés. Et puis on ne change quand même pas les bonnes habitudes. Vendredi au magazine de la santé, vous le savez, c'est le jour des livres. Aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Houguet. Vous nous avez préparé une petite sélection? Oui, une sélection qui parlera d'amour. Oh, voilà. Ça va faire plaisir. Voilà. Ça va changer un peu. Raphaël, avec vous, la science s'invite dans nos assiettes. Aujourd'hui, on parle de quoi? On fait quoi? On va parler des textures modifiées pour les personnes âgées. Comment donner de la gourmandise dans des produits qui sont parfois un peu mixés, pas très glamour parfois. Bon. Voilà. On vous parle beaucoup, rien à voir, mais de l'importance de se laver les mains, quoique avant le repas quand même, c'est important. Comme geste barrière ces temps-ci, avec le carnet de santé, retour sur l'origine de cette pratique à la rencontre d'un médecin au 19e siècle. Semmelweis impose aux étudiants de nettoyer leurs mains à la sortie des autopsies avec une solution de chlorure de chaux. Les résultats sont immédiats. Il y a une chute complète de la mortalité. On passe de 25% à 3%. Et puis, dernier volet de notre série In Vivo dans un établissement thermal en Savoie. On va à la rencontre de Corinne qui s'y rend chaque année depuis un accident qui a causé de graves blessures sur près de la moitié de son corps et de son visage. Il y a des parties de ma peau que je déteste en fait, que je trouve laides. Elle est à moi maintenant. Pendant longtemps, je me suis rêvée comme avant. J'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. Au programme d'Allo Docteur, aujourd'hui, manger mieux pour mieux vieillir, comment bien choisir ses aliments, quelles recettes cuisiner et tout ça évidemment en gardant la notion de plaisir. C'est ce qu'on verra avec nos invités présents pour répondre à toutes vos questions. Et pour toutes vos questions, vous le savez, 41 555 allodocteur.fr, hashtag santé F5 si vous tweetez. On est en direct et on commence avec ce journal. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Fermeture des établissements scolaires, fin de la trêve hivernale qui est repoussée, aménagement d'un chômage partiel. Le président de la République a annoncé des mesures fortes hier soir pour limiter la propagation du Covid-19. Le dernier bilan en France fait état de 2876 personnes contaminées et de 61 morts. On a identifié 9 foyers épidémiques, l'Oise, le Morbihan, le Grand Est, l'Aude, l'Hérault, le Calvados, la Corse, la Haute-Savoie et l'agglomération de Montpellier. Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie, c'est ce qu'a précisé Emmanuel Macron dans son allocution hier. Alors, pour éviter le pire et notamment une situation sanitaire très tendue comme en Italie, il faut faire vite et les premières mesures s'appliqueront dès lundi. Géraldine Zamanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction. Est-ce que les mesures annoncées hier soir peuvent vraiment freiner l'épidémie ? Alors c'est ce qu'on espère, mais il n'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en fait il n'existe aucun modèle strict qui permette de faire un lien entre telle ou telle mesure de restriction et telle vitesse de progression de ce nouveau virus. En fait, personne n'a encore eu le temps de le définir. Et puis par exemple, moi j'ai échangé avec un expert juste avant l'allocution présidentielle hier. Sur le moment, il me disait que la seule solution c'était vraiment de prendre exactement les mêmes mesures très très rudes que les Italiens et d'annuler l'élection municipale. Et puis finalement, après la présentation d'Emmanuel Macron, il considérait que c'était déjà bien, que ça pourrait déjà freiner l'épidémie, puisque vraiment une des mesures majeures que vous venez d'annoncer, c'est celle de fermer toutes les structures d'accueil des enfants et des adolescents. En effet, ce sont des lieux majeurs de propagation pour le virus, puisque c'est très difficile de demander à ces jeunes personnes de respecter les fameuses mesures barrières, et puis qu'elles peuvent être porteuses du virus avec absolument aucun symptôme d'alerte. Voilà, et l'enjeu, on l'a bien compris, c'est donc de freiner de freiner la diffusion de ce virus. C'est ça, parce qu'évidemment, il y a énormément de personnes comme vous et moi qui l'auront sans doute sans avoir le moindre problème. Mais le problème, c'est la proportion de ceux qui vont faire une forme
graves qui auront besoin d'aller à l'hôpital, en réanimation. Et ça, il faut vraiment essayer de limiter au maximum le nombre, jour après jour, de personnes qui auront besoin de ces soins, parce qu'en plus, ce sont vraiment des patients lourds, comme vous pourrez le voir avec votre invité tout à l'heure. Oui, là-dessus, effectivement, là pour le coup, on est tous d'accord et il y a urgence. Exactement. Et impossible de ne pas penser que nos autorités ont eu en tête la situation absolument catastrophique de nos voisins italiens, puisque là, on a quand même des équipes soignantes qui nous parlent de médecine de guerre. En fait, ils considèrent qu'ils sont obligés de faire du tri, comme sur le front, entre qui ils vont pouvoir soigner en fonction de leur âge et de leur chance de survie après le passage de cette crise. Donc, à peu près toute l'Italie a vu une urgentiste absolument épuisée essayer d'alerter les citoyens sur la gravité de leur situation pour les inviter à rester chez eux. Et on rappelle que le pays entier a été placé en confinement depuis mercredi dernier. C'est ça, exactement. En fait, les Italiens ne peuvent absolument pas quitter leur domicile sans avoir une excellente raison, par exemple une urgence médicale, mais même les motifs professionnels sont vraiment très restreints, puisque tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, ont été invités à mettre leur personnel en congé. Côté loisirs, les piscines, les centres de sport, les thermes sont fermés, tout comme les cinémas, les restaurants, enfin absolument tous les loisirs nocturnes. On peut encore aller au bar ou au restaurant, mais en gardant 1 mètre de distance avec chaque personne qui serait présente dans cet endroit, et à condition de rentrer chez soi après 18 heures. Initialement prévue jusqu'au 15 mars, la fermeture des écoles et des facs a finalement été prolongée jusqu'au 3 avril. Tous les concours sont suspendus et c'est pas fini. Les lieux de culte restent pour l'instant ouverts dans la journée, toujours à condition de pouvoir respecter 1 mètre de distance entre les personnes présentes. Mais toutes les cérémonies, que ce soit pour des mariages, des funérailles ou des baptêmes, sont désormais interdites. Et j'imagine donc que, si je comprends bien, les rues de l'italienne sont devenues des déserts. Il n'y a plus personne dans les rues. Ça fait penser un peu aux premières images qu'on voyait en Chine au moment du couvre-feu antiviral qui avait été imposé là-bas. C'est impressionnant. Et puis, il faut dire que les patrouilles de police circulent. Oui. Vous allez pouvoir le voir, on a des images qui ont été tournées par une habitante. On voit qu'en fait, il y a même un drone qui circule au-dessus d'une voiture et de ses policiers à pied dans la rue déserte. J'ai vu d'autres vidéos où on voit certains de leurs collègues qui vont à la rencontre de personnes qui sont tranquilles sur des bancs à l'extérieur avec vraiment plusieurs mètres de distance qui les séparent les uns des autres. Et bien on les invite quand même à rentrer chez elles. Il faut savoir qu'il peut y avoir une amende à la clé, parce qu'il y a un délit qui a été spécialement créé. Donc on voit vraiment qu'on est très très loin des mesures que Emmanuel Macron vient d'annoncer pour nous, peut-être parce que nos autorités espèrent qu'elles interviennent un peu plus tôt en fait que nos homologues italiens, que leurs homologues italiens. En effet, si on regarde la courbe d'évolution de l'épidémie, vous voyez qu'ici, nous, on est en bleu et les Italiens, ils sont en vert. Et du coup, en fait, l'idée, ça serait que si on intervient, nous, aujourd'hui, avec, là, en fait, la présentation, elle est un peu bizarre, mais aujourd'hui, schématiquement, on serait à 3 fois moins de cas que le moment où les Italiens ont pris ces mesures drastiques. Et donc, l'espoir, sans doute, de nos autorités, c'est que même en étant un peu moins agressifs, ils arrivent quand même à casser cette courbe et à éviter que les besoins de soins dépassent nos capacités. Alors, je reviens en France avec la question, effectivement, est-ce qu'il est raisonnable de garder les élections municipales ? Alors bon, évidemment, je ne suis pas membre du comité d'experts qui a sollicité le président, mais effectivement, moi je trouve ça étonnant, parce qu'il est difficile d'imaginer qu'il y aura suffisamment de volontaires pour s'assurer que toutes les règles qu'a rappelé le président soient respectées dimanche devant les bureaux de vote, 1 mètre de distance entre chaque personne. Ensuite, il faudrait aussi se laver les mains. Tous les bureaux de vote, on ne peut pas s'y laver les mains. Il faudrait alors une solution hydroalcoolique. On sait qu'il y a déjà une pénurie de solutions hydroalcooliques. Alors plusieurs personnes ont déjà suggéré d'arriver avec son propre stylo pour émarger. On peut aussi proposer de ne surtout pas toucher le rideau de l'isoloir, mais de le bouger et de l'ouvrir avec son coude. Et puis, si on n'a pas pu bien se protéger comme ça, au moins ne surtout pas se toucher le visage entre le moment où on est rentré dans le bureau de vote et celui où on en sort. Mais malgré tout ça, il reste des vraies interrogations parce que toutes les personnes qui ont des symptômes un peu proches du coronavirus, or avec le rhume aujourd'hui, il peut y en avoir beaucoup, donc tous ceux qui toussent, qui ont le nez qui coule, on leur demande même de porter un masque avant de sortir et de rencontrer d'autres personnes. Or, on sait qu'on manque de masques. On demande aussi aux personnes âgées de plutôt rester chez elles. Donc, ça commence à faire quand même beaucoup de citoyens qui seraient empêchés de voter pour des raisons sanitaires. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant puisque ça met en danger. Enfin, ça limite la démocratie que le maintien de ces élections est censé sauver. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si dimanche matin, on n'a pas assez d'assesseurs dans les bureaux de vote ? Parce que chez vous, je ne sais pas, mais chez moi, en général, ils sont plutôt assez âgés.
Merci beaucoup Géraldine. On va continuer à suivre parce que de toute façon, la situation évolue au jour le jour à mesure que les décisions sont prises. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre que les rassemblements de plus de 100 personnes sont maintenant interdits en France. Merci. Et puis, autre annonce phare du président de la République hier soir, le report des chirurgies non urgentes. Le but, évidemment, libérer des lits et des soignants pour les mettre à la réanimation. Tous les établissements de santé du pays sont en train de se réorganiser, notamment le Grand Est, la région la plus touchée de France, avec 699 cas déclarés. D'après le collectif Interhôpitaux, dans un tweet publié mercredi, je les cite, « Les réanimations de Belfort, Besançon, Mulhouse et Colmar sont saturées et la situation se dégrade de jour en jour. » Alors pour mieux comprendre, nous avons interrogé l'auteur de ce tweet, le professeur Jean-Philippe Mazzucchelli, qui décrit la même situation dans son hôpital à Strasbourg. On l'écoute. Je pense que nous sommes dans une situation critique. La preuve en est, c'est qu'on est obligé de tout arrêter. Nous avons arrêté toutes les activités non urgentes. Parce que si on ne le fait pas, on sera dans une impasse très rapidement. Actuellement, sur l'hôpital de Strasbourg, on est en train de recentrer tous les moyens sur la prise en charge des patients Covid. Il faut qu'on puisse récupérer des respirateurs. Donc, ce sont les appareils qui permettent de maintenir une ventilation compatible avec la vie pour les patients les plus atteints, puisque le Covid-19 entraîne des détresses respiratoires, donc des insuffisances respiratoires. On souhaiterait ne pas avoir à choisir entre tel et tel patient qui doit être réanimé ou non. Ailleurs en France aussi, on s'organise, ouverture d'unités spéciales, mobilisation des étudiants en médecine, rappel de jeunes soignants à la retraite. Ça représente un effort humain et matériel. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Antoine Vieillard-Baron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service en réanimation à l'hôpital Ambroise Paré. Comment ça se passe dans votre service ? Alors, juste en préambule, si vous me permettez, je suis effectivement chef du service de réanimation à l'hôpital Ambroise Paré, mais je suis surtout là aussi au titre de président de la collégiale des médecins intensivistes réanimateurs d'Île-de-France. Et donc, à ce titre, je suis vraiment là pour représenter l'ensemble de la communauté des soignants, infirmiers, aides-soignants, anesthésistes réanimateurs et médecins réanimateurs qui font un travail absolument fantastique. Voilà. Et concrètement, alors, dans votre service, comment ça se déroule ? Dans mon service et dans tous les services, on se prépare, et on se prépare notamment à un scénario, j'entendais, à l'italienne. Il arrivera sans doute pas, on ne l'espère pas, mais en tout cas, on fait tout pour se préparer. Et ça veut dire réfléchir autant que possible à élargir le nombre de lits de réanimation, c'est la première chose, et d'autre part, à faire des secteurs dédiés pour les patients qui seront infectés par ce virus, de façon à éviter toute contamination entre les patients n'étant pas infectés et rentrant en réanimation, puisque la vie continue et nous avons aussi encore à prendre, et surtout aussi encore à prendre ces malades en charge, contaminés par ces malades qui viendraient pour une infection à coronavirus. Alors, il y a encore quelques jours, on disait ici même que c'était surtout les patients âgés qui étaient atteints par les formes graves, en tout cas. On entend de plus en plus que les jeunes peuvent être aussi touchés dans les formes graves. Il en est quoi exactement sur le terrain ? Alors, déjà en préambule, on manque cruellement de recul. On pourra faire le bilan à la fin de cette épidémie. Aujourd'hui, en France, on est à 10 jours, en tout cas en Île-de-France, on est à 10 petits jours de recul. Donc, c'est quand même extrêmement difficile de tirer un bilan. À ce stade, on peut quand même dire qu'il y a 3 typologies de patients. Vous avez des patients qui rentrent essentiellement pour une pathologie respiratoire, comme on l'entendait dans le reportage, ce qu'on appelle, nous, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et qui nécessitent une assistance respiratoire. Ces malades-là sont malades directement à cause du coronavirus. Vous avez aussi des patients qui vont décompenser une pathologie chronique qu'ils avaient à cause du coronavirus, comme on peut le voir lors de l'épidémie de grippe, où vous avez par exemple des patients fumeurs qui vont décompenser une bronchite chronique parce qu'ils ont attrapé la grippe. Et puis vous avez de plus en plus maintenant des patients qu'on va détecter comme porteurs du coronavirus. Sans doute que s'ils n'étaient pas rentrés en réanimation pour une pathologie autre, on n'aurait jamais su qu'ils avaient le coronavirus. Ce sont des malades, par exemple, qu'on va prendre pour une décompensation d'un diabète, pour un traumatisme crânien, pour ce type de pathologie. Et donc là, il est impossible à l'heure actuelle de faire un lien direct entre la détection et l'admission. Et globalement, c'est quoi l'état des lieux en Île-de-France ? Alors l'état des lieux, là encore, il faut être très prudent puisque l'état des lieux, en fait, change. Oui, mais même aujourd'hui, l'état des lieux change d'heure en heure. Hein. Et donc on est en train de mettre à l'assistance publique notamment un registre qui nous permette de renseigner en temps réel
la typologie des patients et à chaque fois qu'il y a un nouveau cas ou un cas suspecté, le type de patient, quel est son âge, quelle est sa pathologie, est-ce qu'il a besoin d'une assistance respiratoire. Donc tout ça se met en place. On aura donc des données très rapides dans les jours qui viennent. Pour la situation à 9 heures, qui est sans doute plus donc celle de la situation de 14 heures, on avait sur l'Île-de-France 120 malades hospitalisés en réanimation pour un coronavirus. Un bon 2/3 de ces patients étant plutôt hospitalisés à l'assistance publique et donc l'autre petit tiers en Île-de-France dans les hôpitaux qui ne sont pas les hôpitaux de l'assistance publique. Et donc il y a une coordination importante à faire entre l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On le voit bien au niveau du ministère de la Santé qui joue depuis le début la carte de la pédagogie, de la transparence. Je vous demanderai la même transparence. D'après vous, est-ce qu'aujourd'hui les hôpitaux français, les hôpitaux parisiens sont prêts ? Alors, d'après moi, les hôpitaux sont prêts, en tout cas font tout pour l'être. C'est du temps complet depuis une semaine pour réfléchir avec nos collègues anesthésistes réanimateurs comment on peut élargir notre nombre de lits. On a déjà élargi de façon très significative notre nombre de lits en déprogrammant des interventions. Et d'ailleurs, avant les annonces du président de la République, l'assistance publique avait décidé hier dans l'après-midi de déprogrammer 50% des interventions non urgentes. Et ça, c'est un impact direct, puisque ça libère des lits de réanimation. Ce sont des malades parfois lourds après leur intervention qui ne sont plus hospitalisés. Et ça a un deuxième impact très important, c'est que ça libère des lits ou des places en salle de réveil. Et on sera capable à ce moment-là de gérer l'afflux des malades. En tout cas, on fait tout pour. On ne peut pas assurer aujourd'hui qu'on réussira. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on fait tout pour être prêt. Qu'on a pris les moyens. Qu'on a pris les moyens. Merci beaucoup d'être venu, puis bon courage. Je pense que je vous remercie, on en a besoin. Voilà, tout à fait. En tout cas, les hôpitaux ne sont pas les seuls à se mobiliser face à cette crise sanitaire. Non, les laboratoires d'analyse privés peuvent d'ores et déjà réaliser des dépistages du Covid-19, comme le confirme un décret publié ce dimanche. Mais dans la pratique, l'organisation paraît bien plus complexe. Manque de matériel, manque de connaissances et de dispositifs pour prendre en charge des patients à risque. Alors pour mieux comprendre sur place ce qui se passe, on a demandé à Adélie Bloch, Oriane Loiseau et Hervé Droguet de se rendre dans l'un de ces établissements. Laboratoire, bonjour. Alors on ne fait pas encore le test laboratoire ? Non, pas de dépistage du coronavirus dans ce laboratoire d'analyse médicale. Pourtant, depuis lundi, un décret autorise les biologistes à tester les patients munis d'une ordonnance. Une décision impossible à mettre en pratique dans l'immédiat. Les patients se font enregistrer ici, attendent dans la salle d'attente ici. Et ensuite, les prélèvements se font dans les 4 salles de prélèvement qui sont ici. On ne peut pas prendre le risque que les patients qui viennent pour faire un dépistage contaminent les patients qui attendent dans la salle d'attente pour faire un bilan sanguin. Un manque de protection pour les patients, mais également pour les soignants. Une boîte de 50 masques chirurgicaux, c'est tout ce dont dispose ce laboratoire. Aucun masque FFP2, pourtant essentiel au prélèvement. Les biologistes n'ont pour le moment pas accès au stock d'État. On est très démunis par rapport à ça. Si on fait le test dans de mauvaises conditions, le préleveur risque de se contaminer et donc de ne plus pouvoir soigner, dépister du moins, de ne plus pouvoir dépister les patients. Les laboratoires de ville sont équipés d'écouvillons pour faire les prélèvements, mais encore faut-il pouvoir les analyser. Et là encore, les biologistes ne sont pas prêts. Il faut que la technique soit validée, il faut que le réactif soit validé. Et pour l'instant, des phases de tests sont en cours. On ne peut pas rendre des résultats comme ça sans avoir pris quelques jours de réflexion pour s'assurer, avoir fait les tests, s'assurer que les résultats que nous rendons sont performants. Une fois la méthode au point, les laboratoires de ville pourront alors dépister le coronavirus. Pour le faire en toute sécurité, plusieurs organisations possibles, la visite à domicile ou la mise en place de plages horaires dédiées. C'est la fin de ce journal. D'ici 15 heures, on parlera des coups de cœur de notre libraire. Et puis, restez avec nous car notre chimiste maison va encore nous étonner avec ses recettes revues et corrigées. Comment s'alimenter pour vieillir en bonne santé? C'est ce qu'on verra dans Allo Docteur avec nos invités qui répondront à toutes vos questions et ce sera vers 14h40. Et direction la Savoie pour le dernier épisode d'In Vivo consacré au traitement des cicatrices dans un centre de cure thermale. Mais d'ici là, je vous propose de retrouver notre invité.
Nous nous intéressons aujourd'hui à la sortie de 2 livres autour de la vie de Vincent Lambert avec nos 2 invités. Bonjour, je vais commencer par vous, Ixchel Delaporte. Vous êtes journaliste et l'auteur de l'affaire Vincent Lambert, enquête sur une tragédie familiale qui est publiée aux éditions du Rouergue. Et vous, François Lambert, bonjour. Vous êtes le neveu de Vincent Lambert et vous êtes également l'auteur de Pour qu'il soit le dernier, publié aux éditions Robert Laffont, un essai où vous nous invitez à un débat sur la fin de vie et on va en parler. Je rappelle que Vincent Lambert a été maintenu pendant plus de 10 ans dans un coma depuis son accident de la route, c'était en 2008. Il est décédé le 11 juillet 2019 après plusieurs années d'une bataille familiale et d'une succession d'expertises médicales autour de son arrêt des soins. François, vous êtes le neveu donc, de Vincent, vous étiez très proche de lui. Vous avez vécu comment, de l'intérieur, ce déballage médiatique ? Le déballage médiatique, c'était pas forcément le pire pour moi, c'était toute la violence qu'il y avait autour dans l'affaire, dans le cœur de l'affaire. Après, on a eu 2 années entre 2013 ou 2015 où c'était pas vraiment un déballage médiatique. On parlait du cas de Vincent, de la loi en général, de ce qu'il faut faire pour ses patients, du respect de ses patients, de l'état médical, etc. etc. Et c'est devenu un déballage médiatique en 2015, en fait, quand il y a un médecin qui a tout recommencé depuis le début pour pouvoir reculer derrière. Et à partir du moment où il a reculé, c'est devenu le déballage parce qu'il n'y avait plus vraiment de débat sur la médecine ou sur quoi que ce soit. Chacun avait ses valeurs particulières, chaque la famille était mise en scène pour se taper dessus. Ça a été extrêmement douloureux et c'était... Pour moi, la responsabilité dans ce qui s'est passé à ce moment-là, ce n'était pas le conflit familial, c'était la mise en scène du conflit familial par une médecine qui savait qu'elle allait en profiter. Alors, on va revenir sur le point, peut-être le nœud de toute cette histoire. Vous, Ixchel Delaporte, votre ouvrage, vous l'avez rédigé, c'est une enquête journalistique en fait sur l'affaire Lambert. Alors c'est une histoire très compliquée, mais il y a ce moment après l'accident de Vincent où se produit finalement la rupture familiale, c'est-à-dire le moment où l'arrêt des soins est décidé. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment ça s'est passé ? En 2013. En 2013, donc, effectivement, Vincent et le docteur Carigère et Rachel décident ensemble Rachel Lambert, l'épouse de Vincent, décide donc d'arrêter les soins et effectivement, la famille n'est pas mise au courant. Donc c'est une erreur de la part du docteur Carigère qu'il a tout à fait reconnu. Et c'est vrai que c'est là que ça va se cristalliser. Les parents de Vincent Lambert et une partie donc un frère et une sœur vont effectivement monter au créneau. Et là, le premier recours va être déposé et l'affaire en tant que telle démarre à ce moment-là. Effectivement, les parents choisissent aussi à ce moment-là de montrer aussi leur idéologie d'une certaine manière, puisque c'est quand même à travers le journal Présent et donc avec Jeanne Smith et l'extrême droite qui vont médiatiser cette affaire et le cas de Vincent Lambert comme un étendard contre l'euthanasie. On voit quand même je ne sais pas si c'est à la base, mais qu'effectivement, en tout cas, il y a eu un drame familial ou en tout cas des déchirures ou des divergences de vues dans la famille. Je reviens sur ce que vous disiez là à l'instant. Et ce que vous décrivez dans le bouquin, c'est que vous allez un petit peu plus loin et je vous sens très remonté contre les médecins. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? C'est pas les médecins, c'est une certaine médecine et une loi qui en réalité ne dit pas son nom, qui n'est pas uniquement une loi contre l'obstination déraisonnable, qui est une loi contre l'euthanasie, plus que contre l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie où la lutte contre l'euthanasie passe avant. Et en gros, c'est ce qui s'est passé avec Vincent. Vous avez une loi, par exemple, qui a été votée pendant l'affaire Vincent Lambert, qui disait que les directives anticipées devaient s'opposer aux médecins. La loi d'avant. Donc cette loi, effectivement, c'est la loi Leonetti-Claes qui date de 2016, effectivement. Et pendant l'affaire Vincent Lambert. En tout cas, qui avait pour ambition d'encadrer la fin de vie. Voilà. Et pendant l'affaire Vincent Lambert, vous avez une partie de la médecine qui s'est élevée en disant nous, on ne va pas appliquer des directives anticipées de façon automatique comme ça, on ne veut pas faire les choses comme ça. Et on veut garder notre propre échelle de valeur, finalement, c'est-à-dire mettre la vie avant la mort, parce qu'il y a une médecine qui pense comme ça. Et ce qui s'est passé en 2015, c'est exactement ça sur Vincent, c'est-à-dire qu'on les a rassurés. On l'a maintenu en vie en disant aux médecins vous pourrez faire ce que vous voulez, quand bien même Vincent, ses souhaits, on les connaissait, quand bien même on connaissait aussi son état médical. Vous imaginez bien que si on connaît son état médical, si on connaît ses volontés et qu'il y a des décisions de justice qui sont prononcées sur lui, ces décisions-là n'ont normalement plus de poids que des directives anticipées. Il n'y a aucune chance pour que les directives anticipées aient plus de poids que ça. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rassuré les médecins pour leur dire, même si la loi a été votée, c'est à peu près comme avant. Si vous ne voulez pas prendre en compte ces directives anticipées, vous pourrez le faire. Et ça, c'est une médecine qui a été extrêmement politique sur Vincent
Et c'est en ça que je suis extrêmement remonté contre cette médecine, mais c'est pas remonté parce que j'ai une colère contre cette médecine, c'est remonté parce que il y a des éléments de preuve, il y a beaucoup de documents que j'ai repris dans le livre pour démontrer, pour essayer d'élever un peu le débat, c'est-à-dire que l'affaire Vincent Lambert, en réalité, 2013-2015, c'est un fait divers. À partir de 2015, c'est autre chose. C'est un symptôme qui est en France sur la fin de vie et la façon qu'on a d'aborder la fin de vie. Et je voulais être le plus précis sur les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça sur Vincent, pour effectivement qu'il soit le dernier, c'est-à-dire pour proposer une solution ensuite pour que les choses avancent au niveau de la fin de vie en France. Donc, juste en rappel, les directives anticipées, c'est toujours inscrit dans cette loi de 2016. C'est effectivement la possibilité qu'on a tous, de notre vivant quand tout va bien, d'effectivement d'écrire la manière dont on veut mourir ou ce qu'il faut faire pour nous. Et lui, Vincent, de mémoire, n'avait pas rempli ces directives. Il n'avait pas rempli les directives anticipées. C'est pour ça qu'il y a eu toute une discussion avec 12 membres de la famille pour réunir, pour savoir ce qu'il aurait voulu pour lui-même, en sachant que les parents de Vincent eux-mêmes, qui étaient défavorables à l'arrêt des traitements, ne contestaient pas qu'il aurait voulu ça. Mais en revanche, ils contestaient le fait qu'il fallait arrêter ces traitements. Mais à partir du moment où il y a eu cette discussion qui a eu lieu, et donc il y a eu des décisions de justice qui ont acté ces discussions, on ne peut pas dire que ces souhaits, on ne les connaissait pas. On les connaissait. C'est une question d'éthique, finalement, cette affaire-là. Et vous, dans votre ouvrage, vous mettez en avant que, à côté de l'éthique, ça a été plutôt une question d'idéologie religieuse. Vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est ça qui a tout cristallisé du côté, je dirais, des parents de Vincent Lambert. C'était ça le leitmotiv ? Oui, je pense que vraiment leur positionnement idéologique et politique, qui ne date pas de cette période-là. Parce que vous revenez bien en arrière. Je remonte effectivement aux années 70 pour raconter comment Pierre Lambert est un anti-avortement très très déterminé. Il s'enchaîne dans certains hôpitaux qui pratiquent des IVG, donc il est vraiment très engagé. Viviane Lambert, elle est aussi très proche de milieux intégristes catholiques qui sont très militants aussi. Donc il y a toute une filiation. Ils sont aussi contre le mariage homosexuel. Donc évidemment, arrive cette affaire. Et fatalement, la question de la fin de vie est aussi une aubaine pour ces milieux intégristes et pour ces groupes d'extrême droite, puisqu'ils se saisissent de cette affaire et avec l'aval des parents de Vincent Lambert. Donc là, il y a une utilisation mutuelle un peu de ce cas, de cette situation, pour finalement faire glisser l'affaire Vincent Lambert sur un terrain beaucoup plus politique, idéologique et bon, c'était vraiment une instrumentalisation. François, en préparant cette interview, je me suis rendu compte, en tout cas, je n'étais pas au courant que vous êtes un passionné de cinéma, qu'à un moment vous disiez, tiens, est-ce que vous n'allez pas faire carrière dans le cinéma ? Et puis j'ai l'impression qu'avec cette histoire, vous avez changé, vous êtes avocat, là, récemment avocat. Vous voulez changer quoi ? Vous voulez changer quoi pour qu'il ne soit plus le dernier ? Pour qu'il soit le dernier. C'est le but. Pour qu'il soit le dernier. Je veux changer la loi, c'est-à-dire une logique de la loi que j'essaie de démonter dans ce livre, qui est en réalité ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire Je rappelle que Pierre Lambert, on vient d'en parler, il était gynécologue. Vous imaginez bien qu'à l'époque de l'avortement, si vous disiez chaque gynécologue voit s'il a envie de le faire ou pas, mais en plus les patients ne pourront pas aller voir un autre gynécologue, la loi Veil, elle n'aurait jamais été appliquée. Et là, c'est exactement ça qui s'est passé avec Vincent, avec cette idée, cette illusion, de mon point de vue, que comme c'est un arrêt des traitements, c'est pas exactement la même chose, l'acte est moins violent ou ce n'est pas un acte violent, et donc il n'y aura pas de clause de conscience parce que tous les médecins vont le faire. Et ça, j'essaie de démonter cette idéologie parce que pour moi, ça relève d'une idéologie, et c'est une idéologie avec un langage commun qu'ont les défenseurs de la loi Leonetti, en tout cas les rédacteurs, et les défenseurs de la vie à tout prix, qui sont à la base des gens qui se sont associés pour écrire cette loi, et qui sont... Du coup, ça fait une loi qui provoque une affaire Vincent Lambert qui dure 6 ans. Elle n'aurait jamais duré 6 ans si jamais il y avait eu juste la lutte contre l'obstination déraisonnable. La lutte contre l'obstination déraisonnable, c'est 2013-2015. À partir de là, c'est plus le cas. Et donc ce livre, ça sert à ça, ça sert à essayer de faire éveiller les gens, de faire évoluer les consciences et de faire en sorte qu'il soit le dernier, justement. Merci beaucoup, Ixchel Delaporte. Je rappelle votre livre, l'affaire Vincent Lambert, enquête sur une tragédie familiale, qui est publié aux éditions du Rouergue. Et puis merci aussi à vous, François Lambert, d'être venu. Votre livre, Pour qu'il soit le dernier, qui est publié aux éditions Robert Laffont. Dans Allo Docteur à 14h40, on parlera alimentation et on verra comment bien manger, mieux cuisiner, choisir ses aliments peut aider à bien vieillir. Cet atelier, c'est aussi l'occasion de revoir les bases de la nutrition. Et à ce jeu-là, l'avantage est plutôt aux anciens. S'il y a un repas où j'ai eu
des pâtes. Je fais toujours à côté le soir des légumes verts et tout. La viande pareil, pas trop de viande, du poisson. Non, vraiment, je fais très très attention. On mange des légumes, mais par exemple, on va plus manger du gras, du McDo ou des frites. Des trucs qu'il faut pas trop manger que des légumes. Pour poser toutes vos questions, 41 555 allodocteur.fr ou hashtag SantéF5 si vous tweetez. On retrouve Nicolas, pas du tout, on retrouve Raphaël Aumont, mais ça on le retrouvera après. Vous, c'est Nicolas Houguet. Vous êtes auteur, je crois que vous animez aussi un blog oui, voilà, littéraire. Je suis écrivain et blogueur. Et vous nous avez concocté une petite sélection. Une petite sélection, oui, avec des romans qui m'ont bouleversé, en gros. Donc on va commencer avec le Clarisse Gorokoff, Les Fillettes. Donc Clarisse Gorokoff, Les Fillettes, et c'est Équateur roman. Voilà, qui est un roman absolument bouleversant, puisqu'il évoque une mère toxicomane, mais à travers le regard de ses 3 filles. Et donc on est très loin du reportage ou du témoignage un peu documentaire, et on rentre vraiment dans l'intimité d'une famille qui est pleine de tendresse, pleine de douceur. Et on fait connaissance avec cette mère qui est comme un portrait éclaté et dont on comprend les motifs, dont on comprend les démons. On a peur pour elle pendant tout le roman, parce qu'on a peur pour elle comme on a peur pour ceux qu'on n'arrive jamais à sauver. Et donc c'est vraiment le roman qu'on attendait de Clarisse Gorokoff, qui avait publié 2 romans chez Gallimard, qui étaient vraiment des romans violents, qui venaient du ventre, enfin qui étaient vraiment écrits de manière viscérale, quoi. Et là, c'est un moment de grâce et de tendresse absolument magnifique. Deuxième livre, deuxième sélection. À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik. Et c'est Aux forces de Vulcain. Aux forces de Vulcain. Et alors là, elle reprend le thème de la catastrophe de Tchernobyl qui a été évoqué il y a quelque temps dans une série qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès, oui. Mais, sauf qu'elle le prend dans l'angle d'une histoire d'amour et elle raconte une histoire de séparation et d'exil. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lena et qui vit dans la ville de Pripyat, en banlieue de la fameuse centrale nucléaire, et qui est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Ivan. Et donc ils s'aiment comme Roméo et Juliette peuvent s'aimer, enfin comme on s'aime quand on a 17 ans. Et survient la catastrophe et le père de Lena travaille à la centrale et elle doit partir du jour au lendemain, tandis que Ivan, lui, reste. Et lui, il ne cessera jamais de lui écrire des lettres qu'elle ne recevra jamais, car Lena s'exile en France et ses parents veulent repartir à zéro et oublier ce passé, enfin aller de l'avant. Et donc on assiste à son apprentissage, en fait. Elle se construit par les livres, par la culture, par la mythologie et par notamment... elle a une amie qui est fascinée par les sorcières. Et du coup, c'est une écriture qui est très classique, très très belle, et qui est traversée par une mythologie, en fait, par une allusion permanente aux mythes antiques. Et donc ça crée une atmosphère un peu merveilleuse. Et en fait, c'est le récit d'un retour un peu comme celui d'Orphée qui revient aux enfers pour retrouver Eurydice. Et à la fin, donc, on voit la nature autour de Tchernobyl dans la zone interdite qui a repris ses droits et d'une manière quasiment magique et chamanique puisque les animaux dans cette zone ont muté et on prend conscience de la fragilité de l'existence humaine. Et j'ajoute que vraiment c'est un livre d'une élégance absolue et que c'est pas sans rappeler les chefs-d'œuvre de Milan Kundera. C'est un premier roman extraordinaire. C'est plutôt triste comme livre ou... Ben, en fait, on pourrait croire que c'est triste, mais en fait, c'est plein de lumière et plein de grâce et plein d'amour. C'est une histoire d'amour. Tout ça, dans le contexte de Tchernobyl, c'est assez inattendu. C'est très, très audacieux. À crier dans les ruines, Alexandra Kozelik, et c'est chez Aux forges de Vulcain. Voilà. Ensuite, nous avons Rivage de la colère de Caroline Laurent, qui est publié aux Escales et qui raconte une histoire que moi j'ignorais totalement et que nous sommes nombreux à ignorer, qui est l'histoire du peuple des Chagos, qui du jour au lendemain a été chassé de son île au large de l'île Maurice, c'est un archipel, pour servir les intérêts des Anglais et des Américains qui voulaient y installer une base militaire. Et donc Caroline Laurent approche cela par l'angle d'une histoire d'amour entre une jeune femme qui vit sur l'île de Diego Garcia, qui est une île de l'archipel des Chagos, et qui vit dans une espèce d'innocence, dans une espèce d'harmonie avec la nature, les yeux pleins d'un large horizon.
Et un jour, un jeune homme qui s'appelle Gabriel et qui est là pour assister l'administrateur colonial arrive et ils tombent amoureux. Ils ont un bébé qui sera la 3e voix du livre, mais qui sera la voix de l'exil de ce peuple qui a été chassé. Et donc on assiste à une exaction, en fait, c'est-à-dire à un peuple qui est déraciné totalement, qui est plongé dans la précarité, dans le chômage, dans la détresse sanitaire, quand on l'envoie de force à l'île Maurice. Et Caroline Laurent, elle a une écriture qui est extrêmement classique et extrêmement lyrique. Ça fait un peu penser à une sonate. Mais d'un autre côté, elle arrive à écrire des moments de violence absolue, des moments d'incarnation absolue. C'est une écriture charnelle. Et c'est une fresque, en fait, qui n'est pas sans rappeler les films de Régis Varnier. Vous vous souvenez, Indochine, ou des choses comme ça. Et moi, vraiment, ça m'a rappelé le premier roman qu'elle avait coécrit avec Evelyne Pizier, qui s'appelait « Et soudain la liberté », et qui était de la même façon une fresque dont on n'a plus vraiment l'habitude en littérature maintenant. On a l'impression d'un grand film hollywoodien sur un épisode tragique de l'histoire qu'il est bon de rappeler. Enfin, elle a vraiment un rôle de transmission aussi avec ce roman. Merci beaucoup pour la présentation de ces livres. Je rappelle Rivage de la colère, Caroline Laurent, et c'est chez Les Escales. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le lavage des mains peut sauver des vies, c'est ce qu'a rappelé hier soir Emmanuel Macron, et pour freiner la propagation du Covid-19. Alors si ça apparaît aujourd'hui comme une mesure d'hygiène évidente, ça n'a pas toujours été le cas, y compris dans le milieu médical. Et vous allez voir que l'histoire de ce geste anodin a été découverte dans des circonstances étonnantes. Reportage de Perrine Dutreil, Timothée Derex et Pierre-Luc Perrin. C'est à Vienne, dans le plus grand département d'obstétrique d'Europe, que débarque en 1846 un médecin d'origine hongroise, Ignaz Semmelweis. Très vite, le jeune assistant est confronté à cette fièvre mystérieuse répandue dans toute l'Europe. Elle tue des jeunes femmes qui accouchent à l'hôpital. 30% des jeunes femmes meurent dans la suite d'accouchement d'infection puerpérale. C'est une infection de l'utérus qui se généralise. Ces jeunes femmes meurent habituellement en 1 ou 2 jours. Plongé dans les archives de l'hôpital, il fait un constat effarant. Si dans son service d'obstétrique, le taux d'infection puerpérale atteint des sommets, jusqu'à 30%, dans le bâtiment voisin, il n'est que de 3%. Il s'aperçoit que la seule différence qui existe entre les 2 maternités, c'est le fait que dans l'une, il y a des étudiants en médecine et dans l'autre, il y a uniquement des sages-femmes. Et que font les étudiants en médecine? Ils font des autopsies. Tous les jours, les étudiants pratiquent des dissections pour étudier l'anatomie. Dans la foulée, ils vont ausculter les jeunes accouchés, leurs mains encore souillées du sang des cadavres. Semmelweis soupçonne alors cette odeur si caractéristique qui imprègne les mains. On ne connaissait pas les bactéries, on ne connaissait pas les virus à cette époque. Il a l'intuition que cette odeur peut être porteuse de particules qui vont transmettre le mal. Il y aurait donc un agent invisible qui contamine, conclut Semmelweis. Le mal serait transporté par ce qu'il nomme alors des particules cadavériques. Et pour éliminer des mains des étudiants ces particules cadavériques, il faut, selon Semmelweis, en éliminer l'odeur. Semmelweis impose aux étudiants de nettoyer leurs mains à la sortie des autopsies avec une solution de chlorure de chaux. Les résultats sont immédiats. Il y a une chute complète de la mortalité. On passe de 25% à 3%. C'est d'une efficacité extraordinaire. Semmelweis vient d'inventer le concept d'asepsie. Il aurait dû rencontrer la gloire pour cette idée révolutionnaire. C'est tout autre chose qui l'attend. À Vienne, la plupart des obstétriciens rejettent avec mépris le geste pourtant simple recommandé par le jeune médecin assistant. Se laver les mains, mais quelle aberration! Mais il est fou ce type! Ces gens étaient dans une camisole intellectuelle et ils étaient incapables de sortir de ce qu'on leur avait appris. Semmelweis est tout bonnement renvoyé de l'hôpital autrichien et laisse exploser sa colère dans un pamphlet au titre mégalomane
lettre ouverte à tous les professeurs d'obstétrique du monde. Moqué, rejeté, Semmelweis sombre peu à peu dans la paranoïa et la folie. Ses amis et sa femme l'ont amené dans un asile à côté de Vienne. Et là, il n'a pas voulu rester et ils ont été obligés de le mettre en camisole de force. Dans son asile, Semmelweis aurait été battu. Et l'une de ses blessures se serait gangrénée. Il meurt à 47 ans d'une infection généralisée. Cet homme n'a pas été compris, même si ses résultats étaient convaincants. Et il est mort de la maladie contre laquelle il avait combattu toute sa vie. C'est quasiment une tragédie grecque. C'est seulement 10 ans après la mort de Semmelweis que les travaux de Louis Pasteur permettent enfin d'identifier les bactéries. Semmelweis avait imaginé leur existence, sans avoir jamais pu les voir. En 1924, sa mémoire est réhabilitée par un doctorant en médecine qui lui consacre sa thèse. Cet étudiant, c'est le jeune écrivain Céline. Maintenant que vous savez pourquoi on doit se laver les mains, en tout cas depuis quand on doit se laver les mains, il ne faut surtout pas l'oublier de le faire pour le Covid, mais ça je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Je vous ai déjà entendu en parler. Oui. On retrouve In Vivo tout de suite. Dernier épisode de cette série qui se déroule dans un établissement thermal spécialement adapté à la prise en charge des cicatrices. Le corps et le visage de Corinne en sont couverts après un accident. Elle a été brûlée à 45%. Les soins l'ont aidée à dépasser la difficulté de vivre avec ce corps meurtri. Mais partager son histoire a aussi été une étape importante de sa reconstruction. Voyez ce reportage de Marie Alopo, Stéphane Vaillant et Claire Collin. Comme chaque année, depuis près de 20 ans, Corinne, professeure de français, franchit les portes des thermes. Elle est toujours impatiente de rencontrer de nouveaux curistes. Ah, enchanté. Messieurs, vous êtes d'où? Cordon, du coin. Ah, d'accord. Oui, oui. Mais non, c'est jamais croisé au film. Bah non, il y a longtemps vous que vous n'avez pas venez. eu cette chance-là. Oh. Ah, ben oui. voilà, ouais. Oui, depuis 2001. Et vous? Ah, moi, ça fait depuis 80. Ah oui, d'accord. 1980. Ah oui. Depuis 7-8 ans. Derrière sa bonne humeur, le visage de Corinne porte les stigmates d'un terrible accident. En 2001, alors qu'elle veut effacer un tableau couvert de feutre indélébile avec un flacon d'acétone, un élève allume un briquet au premier rang. Une violente explosion se produit. Corinne est brûlée sur 45% de son corps au 2e et 3e degré. Elle devra subir 80 opérations. À lui seul, son visage a été opéré près de 40 fois. Pour apaiser ses cicatrices, Corinne apprécie la pulvérisation faciale. Alors en fait, ce soin-là, c'est vraiment pour un peu assouplir la peau, la détendre et normalement procurer du bien-être aussi, donc voilà. La brumisation en continu fait pénétrer dans la peau les principes actifs de l'eau thermale. Sa forte teneur en soufre favorise la cicatrisation. Alors du coup là, c'est quand même très agréable en fait. Là, c'est ce que je préfère presque parce que c'est doux, en fait, c'est apaisant. Et puis on sait que ça prépare au reste, donc on aime bien rester là. C'est agréable parce que ça détend. Voilà. Après cet instant paisible, il est temps de passer sous les jets puissants de la douche filiforme. Et toi? Bien. Fort ou pas fort? Pas trop fort. Pas trop fort. Corinne appréhende toujours un peu ce soin. À l'aide de lances percées de micro-trous, l'eau thermale sous pression masse avec intensité les cicatrices sur les parties meurtries. Les mains, les aisselles, les bras, le torse. Le moment le plus redouté est celui des jets sur son visage et son cou, entravés par des brides causées par la cicatrisation, des adhérences qui limitent ses mouvements. Donc là, ces brides-là, elles nous font quand même encore mal et qui sont rétractées. C'est très tract, hein, c'est vrai. Exactement. Et puis après, ce qui fait mal aussi, c'est toute cette partie-là. On y va. Corinne s'arme de courage, car malgré la douleur, elle connaît les bienfaits de chaque soin. C'est quand même incroyable de voir comment l'eau peut agir sur la peau, la détendre, on devient plus souple. Alors forcément, je pense que ça participe du fait de s'accepter aussi. Quand on est plus à l'aise dans son corps, forcément, on digère plus facilement la souffrance en fait.
Certaines brides sont très importantes, donc on ne peut pas les faire disparaître complètement, c'est pas possible, mais on les assouplit et la personne elle est tranquille pendant plusieurs mois. Et c'est ça, c'est aussi un but parce que ça améliore la qualité de vie. Après les soins, Corinne prend toujours le temps de partager son expérience avec d'autres patients. D'accord. C'est un effet, enfin moi je parle souvent d'un effet cartonné, c'est ça? Oui, cartonné, mais cette sensation sous le bras, ça me tirait, oui. ça m'arrachait. J'avais l'impression vraiment que c'était une sensation très bizarre. Et en fait, on sent qu'en fait on en a besoin. Ah oui, oui. Ces échanges avec d'autres grands brûlés participent à sa réflexion sur ce corps abîmé qu'elle continue d'apprivoiser, cure après cure. En fait, est-ce que je me suis approprié ma peau? Il y a des parties de ma peau que je déteste en fait, que je trouve laides. Elle est à moi maintenant. Pendant longtemps, je me suis rêvée comme avant. J'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la cure qui m'a aidée à accepter ce nouveau corps, que j'ai toujours du mal à accepter malgré tout, surtout que le matin. Mais je me demande si ce qui m'a aidée, c'est pas plutôt d'échanger avec les gens qui étaient en cure. Pour vivre plus sereinement avec ce corps et son histoire, Corinne a écrit un livre, un acte de résilience qui est devenu un geste altruiste. Ève se découvrit, visage brûlé, boursouflé, affreusement tordu tel le méandre d'un rue capricieux, avec des reliefs rugueux. Image nauséeuse. Sa bouche n'avait plus d'harmonieuse limite et empiétait sur le menton, nez déformé, rétréci, oreilles raccourcies, les lobes collés, les pavillons abîmés. Comment envisager la vie avec ça? Pensez alors à la mutilation comme œuvre d'art. Pensez à la victoire de Samothrace, sans tête, à la Vénus de Milo, sans bras. La beauté est subjective, non? Je pense que j'ai écrit un peu comme un exutoire pour mettre à distance, surtout que j'ai utilisé la troisième personne. Et puis, je l'avais écrit pour moi au départ. Et c'est en venant ici quand j'en ai un peu parlé, et puis mon mari qui m'a dit « mais c'est dommage que tu t'en fasses pas quelque chose ». Et c'est à ce moment-là, donc il y a 10 ans, pile poil, que j'ai décidé de le publier. Et là, alors je ne sais pas, les vrais écrivains, ce qu'ils ressentent quand ils écrivent quelque chose, de la fierté peut-être. Mais alors moi, je ne suis pas du tout fière, mais alors je suis trop contente. Parce que les échanges avec les gens ensuite que ça a généré et ce que ça leur a apporté, je trouve ça magnifique. Motivée par ces réactions, Corinne s'est lancée dans un ouvrage collectif. Un recueil de témoignages de grands brûlés, illustrés de photos de leur peau, comme autant de paysages magnifiés par l'objectif. Ça, franchement, c'était émouvant de voir que les gens pouvaient trouver leur peau jolie, alors que jusqu'ici, on ne nous dit pas qu'elle est jolie, en fait. Elle est meurtrie, elle est abîmée, elle est ravagée. Et là, c'était vraiment magique comme expérience. Ça donne à voir que la peau qu'on a du mal à accepter, en fait, a toute sa place et ça peut être très beau et on peut cultiver cette différence aussi. Comme chaque fin de semaine, Corinne rejoint d'autres curistes et des membres de l'équipe des Thermes pour le traditionnel déjeuner hebdomadaire. Avec Paul, Anne, Béatrice, Pierre, Fanny et les autres, elle profite de cette parenthèse amicale, quelques instants précieux qu'ils apprécient et qui les aident à faire la paix avec leur peau meurtrie. Ouais, très touchant ce reportage. En tout cas, la semaine prochaine, un autre sujet qui n'a pas grand-chose à voir puisqu'on va vous proposer un in vivo qui est consacré à la préparation des sportifs pour les JO. Ce sera à Tokyo et nous avons suivi leur entraînement à l'INSEP au cœur du bois de Vincennes à Paris. Mais aussi, on a suivi leur prise en charge médicale. Sur place, les médecins et les kinés prennent soin de leur corps qui sont souvent mis à rude épreuve. Et vous restez avec nous pour Allo Docteur. On vous dira tout sur ce qu'il faut manger pour vieillir en bonne santé. Et avec nous pour cette émission, 2 invités qui vont répondre à ces questions. Luce Jean-Baptiste, bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste et avec nous également le docteur Manuel Sanchez. Vous êtes gériatre. C'est un enjeu de santé essentiel.